Bonjour à tous. Entre le métro bondé, le périphérique embouteillé, la circulation alternée, je pense qu'on peut tous dire aujourd'hui que la mobilité urbaine aujourd'hui n'est pas encore optimale. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça va changer. Tout le monde en a parlé. Et pour vous donner un petit aperçu du futur, il n'y aura plus jamais d'embouteillage dans les villes, ni besoin de chercher une place de parking. Vous saurez demain, à la minute près, combien de temps vous mettrez pour aller d'un point A à un point B. Et évidemment, l'air que vous respirerez sera de bien meilleure qualité et vous vivrez dans un environnement qui sera bien plus agréable. Avouez que tout ça donne envie, sauf qu'aujourd'hui, la réalité, c'est ça. Il y a plus d'1 milliard de véhicules dans le monde et l'accumulation de tous ces véhicules pose évidemment de nombreux problèmes. En termes de temps, on en a parlé, et à titre d'exemple, les Britanniques passent près de 10 heures par semaine dans leur véhicule, et c'est 2 fois plus de temps que ce qu'ils passent avec leurs amis. En termes financiers, on en a parlé, à peu près 1% du PIB, 17 milliards d'euros à l'échelle de la France, près de 100 milliards à l'échelle de l'Union européenne. Le troisième point, c'est que ça pose une difficulté également en termes de pollution. Les voitures sont responsables d'à peu près 12% des émissions de CO2 en Europe, et c'est même 22% à l'échelle mondiale. Et pourtant, tout ça ne représente que 4% du problème. Pourquoi? Parce que les véhicules restent inutilisés, ils restent sur des parkings. 15% de l'espace public est utilisé pour des parkings. On ne parle pas de crèches, on ne parle pas d'espace vert, on ne parle pas de maisons, on parle de parkings qui stockent du métal et du plastique. Donc la question qu'on se pose nous tous les jours chez Uber, c'est comment est-ce que la technologie, celle qu'on développe, peut permettre justement de résoudre ce problème. Évidemment, les transports en commun sont un élément clé de la réponse, un élément capital, et je dirais même que c'est la solution numéro 1. On n'a pas du tout de volonté hégémonique d'aller remplacer les transports en commun. Pourquoi? Parce que les transports en commun permettent de transporter beaucoup de monde de manière très efficace. Donc, oui, les transports en commun sont la solution numéro 1, mais savez-vous que même dans une ville comme Paris, qui est considérée comme ayant un des meilleurs systèmes de transport en commun au monde, il y a encore 15 millions de trajets qui sont faits chaque jour en voiture. Pour une raison qui est très simple, c'est que le métro ne pourra jamais se rendre devant la porte d'entrée de chaque immeuble. Dans toutes les villes du monde, il y a de nombreuses zones qui sont mal desservies par les transports en commun. Et dans ces zones, ce sont souvent paradoxalement les gens qui sont le moins à l'aise financièrement qui habitent. Ce sont donc à eux d'aller acheter un véhicule pour travailler et pour profiter de leurs loisirs. Dans un système de mobilité qui doit être efficace et juste, quand vous voulez d'un point A à un point B, peu importe où sont les points A et où sont les points B. Vous devez juste pouvoir faire ce trajet de ce point A à ce point B. Chez Uber, on estime qu'il ne doit pas y avoir de discrimination. Peu importe votre apparence et peu importe si vous habitez en banlieue. À New York, l'exemple qui est derrière moi, 1/3 des courses en 2016 et désormais encore plus en 2017 sont faits à partir de la banlieue de New York. Et en Île-de-France, c'est encore plus que ça. 44% des courses commencent ou finissent en banlieue. Et si votre train, si votre bus et si votre métro ne finissent pas juste devant la porte de chez vous, Uber vous accompagnera pour votre dernier kilomètre. Et en élargissant ainsi la couverture des transports en commun, on permet à des gens de se déplacer sans aucun coût additionnel pour les contribuables. Par exemple, dans les banlieues du Grand Londres, pendant les rush hours du matin, 30% des courses qui sont faites avec Uber finissent à moins de 200 mètres d'une station de transport en commun. Récemment, les horaires du métro ont changé à Londres. La nuit, elles ont été élargies pour couvrir toute la nuit. Et presque instantanément, on a vu les prises en charge dans le centre de Londres réduire drastiquement. Et à l'inverse, les prises en charge en banlieue, aux abords de stations de métro, augmenter très significativement. En d'autres termes, les Londoniens quittent Uber la nuit en transport en commun et font le dernier kilomètre avec Uber pour rentrer chez eux. On le voit donc bien à travers ces différents exemples, à Paris, à Londres, à New York, que la voiture doit être un élément de la réponse, et je pense qu'on l'a tous dit, parce qu'elle permet justement d'avoir un maillage que les transports en commun ne pourront jamais avoir. Et ces synergies entre les transports en commun et le transport à la demande, elles ont émergé naturellement. Mais comme l'a démontré il n'y a pas longtemps l'Association américaine pour les transports en commun, justement, les gens qui utilisent le transport à la demande sont des gens qui, en général, n'ont pas de véhicule, n'en sont pas propriétaires. Et donc, statistiquement, ce sont des gens qui utilisent plus les transports en commun que les autres. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux opérateurs de transport dans le monde sont venus nous solliciter pour les aider à relever leur challenge. Je voudrais citer 2 exemples qui sont derrière moi. Le premier à Summit, dans le New Jersey. La ville de Summit a fait un partenariat avec Uber pour accompagner les gens dans leur commuting entre leur lieu de résidence et la station de train. Pour une raison simple, c'était éviter la construction d'un parking à proximité de la gare, qui était impopulaire et évidemment qui coûtait très cher.
À Boston, c'est l'exemple de droite, nous avons lancé un projet pilote pour aider les personnes ayant besoin d'assistance dans leur trajet, en proposant par exemple aux personnes âgées ou aux personnes à mobilité réduite de se déplacer à un coût qui était inférieur aux solutions existantes, mais grâce à la technologie. Au cours des dernières années, on a aussi beaucoup discuté à travers le monde avec des villes et avec des urbanistes. Et après tous ces échanges, nous avons décidé de lancer un nouvel outil qui s'appelle Uber Movement. C'est un site web gratuit et public. Ce site web, Uber Movement, il permet concrètement de montrer les temps de trajet par zone. Et ces temps de trajet sont basés sur des datas qui sont anonymisées, mais qui sont basés sur les 2 milliards de trajets qui ont été faits par les passagers et les chauffeurs via l'application Uber. Uber Movement est disponible pour tous les urbanistes, je l'ai dit, tous les élus locaux, tous les décideurs privés et même pour le grand public, pour que chacun prenne conscience des besoins en transport dans sa ville et éventuellement pour décider d'infrastructures correctes qu'il faudrait devoir mettre en place. Vous l'avez compris, le problème n'est pas la voiture. Le problème, c'est la façon dont nous l'utilisons. Et donc chez Uber, évidemment, nous croyons au transport à la demande. Uber s'est développé dans 650 villes dans le monde, à travers 80 pays, en 7 ans. C'est juste colossal, mais c'est pour une raison très simple, c'est que le transport à la demande aujourd'hui représente 4% des trajets faits en voiture dans le monde, et toutes les études montrent que ça devrait monter jusqu'à 25% à horizon 2030. Un chiffre en France, selon l'ADEME, près de 100 000 personnes qui utilisent régulièrement les VTC ont déclaré ne pas vouloir acheter de véhicule. Ils ont donc bien été convaincus par l'efficacité d'un système à la demande. Et effectivement, quand on sait qu'on peut se déplacer de manière simple, de manière rapide et de manière abordable en appuyant sur un bouton, pourquoi réellement vouloir être propriétaire de son véhicule? D'autant qu'en moyenne aux heures de pointe, quand un automobiliste, 20% des automobilistes sont juste en train de chercher une place de parking. On en a parlé tout à l'heure. C'est ainsi donc que nous voyons la mobilité chez Uber comme un service et non plus comme une propriété. D'autant que dans de nombreuses villes, nous encourageons évidemment le développement des véhicules moins polluants. À Paris, nous avons lancé l'option qui s'appelle Uber Green, à Paris, en juin 2016, qui permet de commander un véhicule qui soit hybride, soit électrique. On avait au début 100 voitures propres, nous en sommes maintenant à 1500, et c'est plus de 50 000 personnes qui ont utilisé l'option Uber Green depuis le lancement en juin 2016. Et chez Uber, nous sommes donc convaincus que ce sont les professionnels des transports, ceux qui transportent des personnes ou qui transportent des marchandises, qui doivent être les premiers à faire cette transformation verte. Parce que c'est eux qui ont l'utilisation de leur véhicule qui est la plus intense et qui est la plus impactante pour les villes. C'est donc aussi ça la vision que nous avons chez Uber, non seulement de laisser la possibilité aux gens de ne pas forcément être propriétaires de leur véhicule, mais aussi de leur proposer un véhicule qui soit le plus propre possible. Et si on va un peu plus loin, au-delà même de la propriété du véhicule, une partie du problème réside dans l'utilisation qu'on en fait. Et je vais prendre un exemple tout simple. Quand vous êtes bloqué dans un embouteillage et que vous regardez autour de vous, qu'est-ce que vous voyez? Que la plupart des véhicules, dans la plupart des véhicules, il y a souvent une ou deux personnes. Et pourtant, nous, durant notre développement, on a souvent constaté que de plus en plus de passagers allaient au même moment dans la même direction. On s'est donc posé une question toute bête qui était pourquoi est-ce qu'on ne les ferait pas se rencontrer? Pourquoi est-ce qu'on ne les ferait pas partager ce même véhicule? Et c'est ainsi que nous avons créé Uber Pool. Uber Pool, c'est une voiture partagée qui est donc moins chère, qui est plus pratique et qui est moins polluante qu'un véhicule individuel. En Ile-de-France, le service existe depuis 2 ans. Il y a plus d'1 million de personnes qui ont utilisé Uber et qui ont donc partagé leurs coûts et leurs trajets. Ça représente aujourd'hui, chaque semaine, près de 30% des courses faites avec Uber en Ile-de-France, Uber Pool. À San Francisco, c'est même 60% des courses qui sont faites avec Uber. À San Francisco, on traverse la ville pour quelques dollars avec Uber Pool. Ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est l'impact justement d'Uber Pool sur le trafic. En bleu, lorsque le trafic est faible, et en jaune, lorsque le trafic est dense. Ce n'est pas très lisible, le contraste n'est pas génial, mais évidemment, sur la gauche, on voit lorsque les courses sont faites de manière séparée, et à droite, avec Uber Pool. La conclusion, si vous n'avez pas à voir, c'est qu'évidemment, l'impact sur le trafic est très fort et le réduit considérablement. Selon l'OCDE, si tous les trajets dans une ville étaient faits de manière partagée, on n'aurait seulement besoin que de 10% des véhicules d'aujourd'hui. Autrement dit, on pourrait réduire de 90% le nombre de véhicules dans nos villes. Fini les embouteillages, vous saurez exactement à la minute près, à la seconde près même, combien de temps vous mettrez pour aller d'un point A à un point B. Et puis évidemment, je vous laisse imaginer la ville de demain, des espaces verts, des rues piétonnes qui seront rendus aux commerçants et aux habitants. Bref, une ville toujours plus agréable. Et évidemment, ce n'est que le début de la mobilité intelligente. La grande étape, celle dont vous venez de parler juste avant, qui est passionnante, c'est la voiture autonome.
Et la vidéo que vous allez voir là derrière, on reconnaît le lidar dont vous avez parlé, c'est ce qui se passe tous les jours à Pittsburgh, aux États-Unis. Quand vous commandez un Uber à Pittsburgh, aux États-Unis, si un jour vous avez l'occasion d'y aller, vous pouvez avoir la chance de tomber sur un véhicule autonome. Ça fait déjà 1 an qu'elle tourne dans cette ville, et en 1 an, elles ont parcouru plus d'1,5 million de kilomètres dans des conditions réelles, avec évidemment un conducteur qui est prêt à remettre la main sur le volant. Mais cet avenir passionnant de la mobilité autonome, on en a parlé, il n'a jamais été aussi proche. Des villes comme Dubaï, comme Pittsburgh, comme Singapour font la course en tête. Et la question maintenant, c'est est-ce que la France, est-ce que l'Europe voudront également en faire partie de cette course? La grande question, c'est l'étape encore après, l'étape suivante. On en a parlé avant pour rire, mais c'est vrai que dans tous les livres de science-fiction, les auteurs ont toujours essayé de trouver des voitures qui soient pleines de gadgets, pleines de fonctionnalités, et même parfois des voitures volantes. Mais je vais vous faire une confidence, c'est déjà ce qui est en train d'arriver. Chez Uber, nous avons déjà des gens qui sont en train de travailler sur la voiture volante. La semaine dernière, au Web Summit, notre Chief Product Officer, Jeff Holden, a annoncé qu'à partir de 2020, on pourrait faire les premiers tests de notre nouveau produit qui s'appellerait Uber Air, et que nous allons travailler là-dessus en partenariat avec la NASA. Ça fait un peu rêver, mais c'est réellement ce qui a été annoncé et réellement ce sur quoi on va travailler. Concrètement, ça veut dire que dans quelques années ou dans quelques dizaines d'années, vous sortirez d'une conférence comme celle-ci, devant le bâtiment, il y a un aéronef qui atterrira verticalement, vous monterez dedans, il redécollera verticalement et il vous emmènera à votre destination. Ça fait un peu rêver, mais c'est ça l'avenir de la mobilité. Et c'est comme ça qu'on voit l'avenir, la technologie au service de la mobilité pour tout le monde. Merci à tous.